Les députés éthiopiens ont approuvé jeudi l'état d'urgence décrété par le gouvernement fédéral dans la région dissidente du Tigré sur fond d'escalade militaire en cours entre les autorités de cette région du Nord et celle d'Addis Abeba. Au Mozambique, environ 100 000 déplacés ont à ce jour trouvé refuge à Pemba et dans les environs. Ils augmentent de tiers la population de la ville selon un communiqué de l'ONG Médecins sans frontières. 9 membres du parti de l'opposant Maurice Kamto arrêtés le 22 septembre alors que le parti et plusieurs autres projetaient une manifestation contre le régime de Paul Biya ont été placés en détention à Yaoundé. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Les députés éthiopiens ont approuvé jeudi l'état d'urgence décrété par le gouvernement fédéral dans la région dissidente du Tigré sur fond d'escalade militaire en cours entre les autorités de cette région du Nord et celle d'Addis Abeba. L'état d'urgence pourrait être élargi si nécessaire au-delà donc du seul territoire du Tigré. Reportage. La tension est montée d'un cran ces derniers jours entre le gouvernement fédéral d'Addis Abeba et le gouvernement régional du Tigré qui ne reconnaît plus l'autorité de l'État fédéral depuis le report des élections nationales prévues en août. Le Front de libération du peuple du Tigré, le parti au pouvoir de cette région d'Éthiopie, a attaqué un camp militaire fédéral dans le Tigré, a accusé Abiy Ahmed dans un texte posté en pleine nuit sur Facebook et sur Twitter. Le Conseil des ministres du gouvernement fédéral a décrété mercredi l'état d'urgence pour 6 mois dans la région du Tigré, estimant que la situation a atteint un niveau tel qu'elle ne peut plus être empêchée ou contrôlée via les mécanismes habituels de maintien de l'ordre. On ignore encore quelle modalité prendra cet état d'urgence ou la nature concrète de la réponse militaire fédérale. Dans une adresse télévisée tôt mercredi matin, Abiy a précisé que des forces déloyales s'étaient retournées contre l'armée à Mekele, capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l'ouest de la région. L'attaque a fait de nombreux morts, des blessés et des dégâts matériels, a indiqué le Premier ministre. Dans un communiqué diffusé sur les médias régionaux, le gouvernement du Tigré a déclaré que les gradés et les soldats dépendants du commandement nord de l'armée éthiopienne, basé à Mekele, ont décidé d'être aux côtés du peuple du Tigré et du gouvernement régional. Il n'était pas possible de corroborer dans l'immédiat les différentes versions des deux camps. 9 membres du parti de l'opposant camerounais Maurice Kamto arrêtés le 22 septembre dernier alors que leur parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et plusieurs autres formations politiques projetaient une manifestation contre le régime de Paul Biya ont été placés en détention à Yaoundé dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont été inculpés de tentatives de révolution, rébellion, attroupement aggravé pour avoir appelé à participer à des manifestations interdites et feront 6 mois de prison. Le 22 septembre, la police avait très violemment dispersé des centaines de manifestants, notamment à Douala, la capitale économique. Plus de 500 manifestants avaient été arrêtés dans plusieurs villes du pays. Parmi les militants inculpés figurent le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou Nissak et le trésorier du MRC, Alain Foguet. Depuis le 22 septembre, Maurice Kamto, arrivé officiellement second à la présidentielle d'octobre 2018, s'estime séquestré à domicile sans procédure judiciaire. L'examen d'une plainte déposée par Kamto pour demander sa libération a été renvoyé au 12 novembre. Les experts des droits de l'homme des Nations Unies avaient demandé le 13 octobre au Cameroun de libérer le principal dirigeant d'opposition. Les pourparlers avec l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du barrage controversé sur le Nil avaient pris fin, faute de progrès tangibles. C'est une information donnée par les autorités soudanaises qui prenaient également part à ces assises. Démarré dimanche dernier, les nouvelles discussions interministérielles par visioconférence sur le barrage du Nil devaient durer
en principe une semaine. Elle signait la reprise du dialogue entre les trois pays au point mort depuis 3 mois sur le sujet éthiopien du grand barrage de la Renaissance, lancé en 2011 et destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. Lors des pourparlers, le Soudan a proposé d'offrir un plus grand rôle aux observateurs de l'Union africaine pour aider à faire converger les différents points de vue. Selon le ministère de l'eau soudanais, l'Éthiopie a accepté d'étendre le rôle des observateurs à l'Union africaine, mais l'Égypte a refusé. La principale pierre d'achoppement concerne les modalités de remplissage du réservoir du barrage, un sujet d'autant plus pressant que l'Éthiopie a annoncé le 21 juillet dernier avoir atteint son objectif de remplissage pour la première année. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentiel pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Plusieurs séries de négociations ont échoué ces dernières années. Au Mozambique, environ 100 000 déplacés ont à ce jour trouvé refuge à Pemba et dans les environs. Ils augmentent d'un tiers la population de la ville selon un communiqué de l'ONG Médecins Sans Frontières. Le nombre de Mozambicains déplacés a augmenté de manière exponentielle ces 2 dernières années, la majorité ayant été jetée sur les routes par l'insurrection djihadiste qui fait rage dans le nord du pays, ont indiqué dimanche des observateurs locaux. Au 19 octobre, il y avait 424 202 personnes déplacées à l'intérieur du pays au Mozambique contre 15 000 fin 2018, ce qui représente une hausse de 2700% en 2 ans, a indiqué dans un rapport une association de défense des droits de l'homme, Respecter le CIP. Les attaques massives qui ont touché la province du Cabo Delgado ont contribué à la hausse rapide du nombre de personnes déplacées au Mozambique durant les 2 dernières années, souligne le rapport du CIP. Après avoir lancé une première attaque en octobre 2017, le groupe désigné localement sous le nom de Al-Shabaab a lancé une sanglante insurrection djihadiste qui ravage la province du Cabo Delgado, une zone stratégique car riche en gaz. Ils ont revendiqué un total de plus de 600 attaques organisées depuis 3 ans, précise le dernier rapport de l'ONG ACLED, qui estime à 2000 le nombre de victimes, dont 1100 civils. L'ONU a récemment estimé qu'au moins 310 000 personnes avaient fui leur maison, soit 13% de la population de la province. La ministre des Affaires étrangères du Mozambique, Veronica Macamo, a demandé une aide internationale pour s'attaquer au problème des personnes déplacées et a indiqué dimanche le journal pro-gouvernemental Domingo. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé une extension du couvre-feu nocturne ainsi qu'une interdiction des rassemblements politiques dans le pays. Il s'adressait à la nation à l'issue d'une réunion avec les acteurs de la lutte contre Covid-19 dont les gouverneurs des comtés. Reportage. Le Kenya, qui s'était réjoui en septembre d'une baisse du nombre d'infections au Covid-19, a connu en octobre son mois le plus tragique. C'est ce qu'a déclaré le président kenyan Uhuru Kenyatta. Le pays a enregistré plus de 15 000 nouvelles infections sur un total de plus de 58 000 et environ 300 morts, soit presque le tiers des décès enregistrés depuis mars dernier. Concentré sur les métropoles de Nairobi et de Mombasa, deuxième ville du Kenya, durant la première partie de l'année, la circulation du coronavirus a récemment enregistré une forte progression dans le reste du pays. Face à cette situation, le président Uhuru Kenyatta a, dans un discours retransmis à la télévision, annoncé ce mercredi une extension du couvre-feu nocturne ainsi qu'une interdiction des rassemblements politiques sur tout le territoire. Le couvre-feu national est étendu jusqu'au 3 janvier 2021. À compter de ce 4 novembre, le couvre-feu sera désormais effectif entre 22h et 4h du matin. Tous les rassemblements et réunions politiques sont suspendus pour une période de 60 jours et ceci prend effet immédiatement. Toute personne souhaitant organiser de tels rassemblements
doit le faire dans les mairies et doit respecter tous les protocoles liés au Covid-19, y compris la limitation du nombre de participants à 1/3 de la capacité de la salle et le port de masques. Sur le sujet sensible des écoles, le chef de l'État a indiqué que les élèves des quelques classes déjà rouvertes allaient continuer à étudier, mais que toutes les autres resteraient fermées jusqu'en janvier 2021. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, se dit convaincu de remporter la présidentielle américaine face à Donald Trump, tandis que le président américain s'est, lui, engagé dans une bataille judiciaire. Les Américains ne seront pas réduits au silence, a proclamé Biden, qui continue d'être en tête dans les sondages. Avec le Wisconsin et le Michigan en poche, deuxième et troisième États repris à Donald Trump avec l'Arizona, Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il remporte le Nevada, 6, la Géorgie, 16 ou la Pennsylvanie, 20, il atteindrait le nombre magique de 270 pour devenir le 46e président des États-Unis. Le démocrate se rapproche un peu plus de la Maison-Blanche, exhortant à compter toutes les voix pendant que Donald Trump s'est engagé de son côté dans une véritable bataille judiciaire. Les Américains ne seront pas réduits au silence, a proclamé Joe Biden lors d'une déclaration dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. En Pennsylvanie, Donald Trump avait mercredi plus de 160 000 voix d'avance au total, mais son avance fondait rapidement au fur et à mesure de la prise en compte des bulletins envoyés par courrier. Ceux déjà comptés étaient à majorité pour Joe Biden. Pour la première fois depuis 2000, les Américains ne connaissaient pas le nom de leur prochain président qui prêtera serment le 20 janvier 2021 au lendemain du scrutin. Une fois le résultat connu, il sera temps de mettre les discours agressifs de la campagne derrière nous, a déclaré Biden, se posant en rassembleur d'un pays meurtri. Pour avancer, nous devons arrêter de traiter nos opposants comme des ennemis. L'équipe de campagne de Donald Trump annonçait une première offensive judiciaire dans le Wisconsin, remportée par Joe Biden avec un écart de moins de 1% selon des résultats quasi complets selon plusieurs médias américains. Dans un tweet, le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden s'engage à rejoindre l'accord de Paris sur le climat dont les États-Unis sont officiellement sortis mercredi au premier jour de sa présidence. Voilà, c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez câblés SICA. L'information revient dans un instant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour très bientôt.